Arrêtez-vous un instant, mes amis. Regardez juste votre dernier ticket de caisse, votre dernière facture d'électricité et le plein d'essence. Si vous avez l'impression que chaque mois, il vous reste un peu moins à la fin, vous n'êtes pas en train de mal gérer votre budget. Vous n'êtes pas seul, les amis. Et surtout, ce n'est pas une impression. Le 8 avril 2026, l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, a publié des chiffres qui devraient faire la une de tous les journaux. Mais c'est étrange, on dirait que tout le monde s'en fout. On en parle très peu. Le pouvoir d'achat des Français va connaître cette année sa plus forte baisse depuis 13 ans. Oui, les amis, 13 ans. Il faut remonter à la sortie de la crise de l'euro pour retrouver une chute pareille. Et pendant que les politiques qui font n'importe quoi sur le budget et les chaînes d'infos parlent de tout sauf de ça, des millions de foyers français voient leur niveau de vie s'éroder semaine après semaine en silence. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble ce qui se passe vraiment. Qui paie le prix fort? Pourquoi les salaires ne suivent plus? Et surtout, jusqu'où ça peut aller? Installez-vous confortablement. Si vous voulez comprendre l'économie française sans parler chinois, abonnez-vous à la chaîne, mes amis. On y va. Commençons par poser les chiffres sur la table, parce que pour comprendre ce qu'on vit, les amis, il faut mesurer l'ampleur du phénomène. Selon l'OFCE, le pouvoir d'achat des ménages français mesuré par unité de consommation va baisser de 0,7% en 2026. Ça peut sembler faible dit comme ça, mais c'est horrible, la famille, parce que cette baisse ne touche pas tout le monde de la même façon. Et surtout, elle arrive après une année 2025 où le pouvoir d'achat était déjà quasiment stable. Normal quoi. Autrement dit, l'ascenseur social n'est pas simplement en panne, il descend. Regardons les prix maintenant. En mars 2026, l'INSEE a mesuré une inflation de 1,7% sur un an. Rien d'affolant en apparence. Sauf que si on regarde dans le détail, on comprend le problème. Les prix de l'énergie ont bondi de 7,4% sur un an. Les produits pétroliers, essence, gazole, fuel ont flambé de plus de 17%. Sur un seul mois, entre février et mars, l'énergie a grimpé de près de 9%. Et ce n'est que le début. En avril, les fournisseurs d'énergie constatent une nouvelle hausse de la composante énergie de plus de 7% par rapport à mars sur les contrats spot. Pour une famille moyenne, ça représente, selon les estimations, entre 80 et 150 euros de dépenses contraintes supplémentaires chaque mois. 150 euros. Pour les mêmes courses, la même voiture, la même maison. Cette absurdité m'énerve, la famille. Et le plus vicieux dans tout ça, c'est que les salaires, eux, ne suivent pas. Pas du tout. Les négociations salariales de la fin 2025 ont été calibrées sur une hypothèse d'inflation inférieure à 1%. C'était la prévision officielle à ce moment-là. Personne n'avait anticipé ce qui allait arriver au premier trimestre 2026. Résultat, les augmentations signées pour cette année sont en dessous de l'inflation réelle. Selon la Banque de France, le salaire moyen par tête va progresser de 1,9% en nominal. Face à une inflation de 1,8%, ça donne un gain de pouvoir d'achat salarial nul. C'est comme s'ils se moquaient de nous. Pour des millions de salariés français, travailler en 2026, c'est courir pour rester à la même place. Et pour beaucoup, c'est même courir pour reculer. La famille. Maintenant qu'on a posé le constat, il faut répondre à la vraie question, celle qui intéresse tout le monde. Pourquoi? Parce que cette érosion du pouvoir d'achat n'est pas tombée du ciel. Elle a des causes précises, identifiables et honnêtement assez préoccupantes quand on les met bout à bout. Première cause, le choc énergétique. Depuis fin février 2026, les tensions au Moyen-Orient, notamment les perturbations autour du détroit d'Ormuz, ont fait exploser les prix des hydrocarbures. Le baril de Brent oscille désormais autour des $100. Le gaz européen a bondi de plus de 50% sur le marché spot. Et comme le prix de l'électricité en Europe reste largement indexé sur celui du gaz, même la France, pourtant nucléarisée, en subit les conséquences. C'est un paradoxe français qu'il faut vraiment bien comprendre, la famille. Nous produisons notre électricité à un coût stable, essentiellement nucléaire. Mais nous la payons au prix du marché européen, tiré vers le haut par le gaz. Autrement dit, vous financez sur votre facture une crise qui n'a pas grand-chose à voir avec notre mix énergétique. Deuxième cause, la fin de l'arène. Depuis le 1er janvier 2026, le mécanisme qui permettait aux fournisseurs alternatifs d'acheter l'électricité nucléaire d'EDF à 42 euros le mégawattheure a disparu. Il a été remplacé par le versement nucléaire universel, qui vise un prix moyen autour de 70 euros le mégawattheure. Pour les consommateurs, la traduction est simple. Les abonnements électriques ont augmenté de 5 à 6% en février 2026 et une nouvelle hausse est attendue en août. Je pense que c'est beaucoup quand même. Troisième cause, la crise budgétaire française. Et là, c'est vertigineux. La France n'a plus de budget adopté.
L'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Le pays fonctionne sous une loi spéciale. La dette publique a franchi les 117% du PIB, un niveau inédit en dehors des périodes de guerre. Et la charge de la dette à elle seule va coûter 74 milliards d'euros en 2026, plus que le budget de l'éducation nationale. Conséquence directe pour votre portefeuille, l'État n'a plus les moyens de vous protéger comme en 2022. Souvenez-vous du bouclier tarifaire, des chèques énergie massifs, des remises à la pompe. Tout ça, c'est terminé. Il reste quelques aides ciblées, mais l'ampleur n'a plus rien à voir. Quatrième cause, et c'est peut-être la plus profonde, la faiblesse structurelle de la croissance française. Le FMI, la Banque de France et Bercy ont tous convergé autour d'une prévision de croissance de 0,9% pour 2026. L'INSEE, un peu plus optimiste, table sur 1%. Mais dans tous les scénarios, on reste bien en dessous de ce qu'il faudrait pour enrichir le pays. Sans croissance, pas d'augmentation réelle des salaires, pas de baisse durable du chômage et pas de répit pour les finances publiques. C'est un engrenage et les Français le sentent. Pour mieux comprendre ce que ces chiffres représentent, prenons 3 profils qui ressemblent à des millions de foyers en France aujourd'hui. Premier profil, la famille dans le périurbain. Couple, 2 enfants, maison à une vingtaine de kilomètres d'une grande ville. Ils dépendent de 2 voitures. Ils se chauffent au gaz, ils ont un crédit immobilier à rembourser. Pour eux, la hausse de 17% des produits pétroliers n'est pas une statistique. C'est 40 à 70 euros de plus chaque mois sur le budget carburant. La hausse de l'abonnement électrique, c'est 10 à 15 euros de plus. L'alimentation, même si elle décélère, continue de grignoter. Au total, leur reste à vivre, ce qui reste après les charges fixes, s'est érodé de 100 à 150 euros par mois, sans qu'ils aient changé quoi que ce soit à leur mode de vie. Et surtout, leur mensualité de crédit ne change pas. Donc toute la hausse est absorbée par le budget courses, loisirs, épargne. Deuxième profil, les retraités à pension modeste. Les prestations sociales sont indexées sur l'inflation de l'année précédente. Or, en 2025, l'inflation n'était que de 0,9%. Résultat, les retraites ont été peu revalorisées début 2026, alors que les prix explosent maintenant. Pour ces ménages, le décalage est cruel. Leurs revenus sont figés sur l'économie d'hier. Leurs dépenses, elles, vivent à l'heure de demain. Troisième profil, les jeunes actifs, les primo-accédants. Les taux d'usure publiés pour le deuxième trimestre 2026 grimpent au-dessus de 5% pour les prêts immobiliers longs. Le marché se fige. Pour un jeune couple qui voulait acheter son premier logement, la porte se referme. Et pendant ce temps, le loyer augmente aussi, l'énergie augmente, l'alimentation augmente. Résultat, selon la Banque de France, les dossiers de surendettement ont progressé de près de 10% en 2025 et de 12% supplémentaires sur les 2 premiers mois de 2026. Ce ne sont pas juste des chiffres, ce sont des familles qui basculent, malheureusement les amis. Alors, à quoi faut-il s'attendre pour la suite ? Honnêtement, les amis, les scénarios ne sont pas rassurants. Dans son scénario central, la Banque de France prévoit une inflation de 1,7% en 2026. Mais dans ce qu'elle appelle son scénario très défavorable, celui d'une aggravation durable du choc énergétique, l'inflation pourrait grimper jusqu'à 3,3%, soit presque 2 fois plus que prévu. Et dans ce cas, la baisse du pouvoir d'achat ne serait plus de 0,7%, mais bien supérieure. Le chômage, de son côté, devrait atteindre 8% au milieu de l'année 2026, contre 7,5% fin 2025. Ce n'est pas une explosion, mais c'est une inversion de tendance. Et dans l'industrie, plusieurs plans sociaux ont déjà été annoncés. Les Français, eux, réagissent comme ils peuvent, et de manière très révélatrice. Le taux d'épargne des ménages français a atteint 18,3% du revenu disponible brut en 2025, un niveau exceptionnel. Pour comparer, en 2019, il était à 15%. Les Français mettent de l'argent de côté comme jamais, non pas par confort, mais par précaution, par peur de ce qui vient. Et c'est là tout le paradoxe. Cette épargne massive, qui devrait être un coussin de sécurité, est aussi ce qui étrangle la croissance. Car un euro mis à la banque, c'est un euro qui ne tourne pas dans l'économie. Moins de consommation, c'est moins d'activité. Moins d'activité, c'est moins d'emploi. Et moins d'emploi, c'est encore plus de peur et encore plus d'épargne. Le cercle vicieux est enclenché. Et l'élection présidentielle de 2027 approche. Or, historiquement, les années préélectorales ne sont jamais propices aux réformes courageuses. Les décisions difficiles sur la dette, sur les retraites, sur la fiscalité seront probablement repoussées, ce qui signifie que les corrections, quand elles viendront, pourraient être plus brutales.
Alors, que retenir de tout ça? Ce qui se passe en France en 2026 n'est pas une crise spectaculaire. Il n'y a pas de krach, il n'y a pas de panique sur les marchés. C'est précisément ce qui rend le phénomène si dangereux. C'est une érosion lente, silencieuse, quotidienne. Un appauvrissement qui ne fait pas de bruit, mais qui se voit à chaque passage en caisse. La véritable question n'est pas économique, elle est politique et même civilisationnelle. Combien de temps une démocratie peut-elle tenir quand ses citoyens voient leur niveau de vie reculer année après année, quand le travail ne permet plus d'espérer mieux, quand l'épargne devient un réflexe de survie plutôt qu'un projet d'avenir? Ce n'est pas à moi de répondre, c'est à nous tous, mes chers amis. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'aucune solution ne viendra toute seule, ni de la croissance miraculeuse, ni de la baisse providentielle des prix de l'énergie, ni d'une politique magique à l'horizon 2027. Les marges de manœuvre existent: redressement des finances publiques, politique industrielle, compétitivité, investissement productif, mais elles demandent du courage et surtout du temps. En attendant, à notre échelle, à l'échelle de chaque foyer, il y a des choses à faire. Surveiller son budget, renégocier ses contrats d'énergie, diversifier son épargne, éviter l'endettement inutile, se former, se renseigner, ne pas subir. Parce que la meilleure arme, dans une période d'incertitude, c'est toujours la même: comprendre ce qui se passe. Si cette vidéo vous a éclairé, faites-moi plaisir les amis, laissez un pouce bleu. C'est le signal qui permet à cette analyse de toucher plus de Français. Abonnez-vous à Evoluo et activez la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, dites-moi en commentaire, est-ce que vous ressentez cette baisse du pouvoir d'achat dans votre vie quotidienne? Sur quel poste la ressentez-vous le plus? Énergie, alimentation, logement. Je lis tous vos commentaires et vos témoignages nourrissent les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de votre argent bien sûr. À très vite sur Evoluo.